Ouais, j'enregistre le webinaire et je le diffuserai à tous les participants qui sont inscrits. Bon, allez, on va attaquer. Écoutez, d'abord, je commence par des excuses. Je suis navré de ces déconvenus. On aura perdu une demi-heure et je ne vous retiendrai pas une demi-heure de plus, hein, et puis, tant mieux s'il peut rester une trace et que ça puisse être diffusé par Christophe. On va surtout faire mieux la semaine prochaine. Alors, je dis tout de suite à ceux que nous souhaitions avoir aussi la semaine prochaine, on va parler de copropriété cette semaine, de gestion locative la prochaine, que on va choisir, j'espère que vous le pourrez, non pas le jeudi comme aujourd'hui, donc non Oui. pas dans une semaine jour pour jour, mais le mercredi à la même heure, en revanche à 19h30, à 17h30, pardon. Est-ce que pour Jacques et Samuel, c'est jouable? Je m'adresse d'abord aux deux patrons Oui. de SS2I. Bon, Je très bien, merci regarde. beaucoup. Attends, une petite seconde. Regarde de ton côté. C'est noté pour moi. Merci beaucoup, Jacques. Et puis, je souhaitais aussi, s'il le peut, que Guy Roche soit avec nous. Je l'avais parlé sur le principe, mais ce serait le mercredi, donc Guy. Mercredi faisable 13, hein? Pas de problème pour moi. Mercredi 13, exactement. Ok, Parfait, parfait. merci beaucoup. Et si Renaud peut être aussi des nôtres, j'en serais ravi. Voilà. Eh bien, écoute, volontiers. Bon, merci beaucoup. Parfait. Alors, écoutez, je commence pour vous dire que je souhaitais de longue date avec Christophe, je crois que vous connaissez tous Christophe Voiré, je précise qu'il joue un rôle très important au sein de l'IMSI, de l'école que j'ai l'honneur de présider, parce qu'il est celui qui aura piloté la diversification, l'ouverture de nos enseignements au digital. C'est un homme qui a une connaissance de l'écosystème des acteurs du digital et du numérique qui n'est pas à prouver, voilà, et donc il nous a aidé en particulier à créer un master immobilier digital. Et au bout du compte, même si c'est un peu pompeux, mais ça demande qu'à prendre toujours davantage d'envergure, on a créé une chaire immobilier digital, entendez par là un lieu dans une école qui est très professionnelle de rencontre entre les entreprises de cet écosystème, les étudiants, bien évidemment, les professeurs. Donc, il y a à l'IMSI, et je crois qu'on aura été pionniers, on a pris de l'avance par rapport à nos grands confrères, je pense à l'ESPI ou à l'ESI, on aura voulu voilà, avoir un geste marquant en créant cette chaire. Et au-delà de cette chaire, on s'est dit avec Christophe qu'il fallait un lieu de débat spécifique à ce lien entre immobilier et digital, un lieu aussi de rencontre entre les acteurs, parce que moi, j'en finis pas de m'étonner que parfois des entreprises qui travaillent dans le même univers, avec les mêmes objectifs, ne se connaissent pas toujours bien. Une école, c'est un lieu neutre, donc c'est un lieu où on peut se rencontrer sans aucune arrière-pensée. Même s'il en existe d'autres, ils ne sont pas toujours aussi écuméniques. Je pense aux organisations professionnelles. On en est ou on n'en est pas, on en est partenaire ou on n'en est pas partenaire. Voilà. Donc c'est un lieu beaucoup plus ouvert. Alors, le cercle de ce club des partenaires de l'innovation numérique n'est pas fermé. On a identifié en première approche avec Christophe je dirais des partenaires naturels. Vous en êtes tous. Et on formalisera, c'est en cours il y a eu une première réunion que Christophe avait organisée, à laquelle je n'ai pas pu me joindre d'ailleurs il y a quelques semaines. On va en faire bientôt une autre. Ce cercle restera sélectif, mais enfin, il a vocation à être large. Et pour terminer, cet écosystème, il est constitué, et aujourd'hui, finalement, c'est une sélection de ces trois grandes familles. Il est constitué de la famille des SS2I spécialisés dans l'immobilier, mais aussi des startups qui viennent s'inscrire dans la chaîne de valeur de l'immobilier et non pas se substituer aux professionnels de l'immobilier, mais qui viennent
épaissir, enrichir leur valeur ajoutée, et bien sûr des représentants de l'univers professionnel. Donc ces trois familles, on a voulu que pour ce premier débat, il y en aura d'autres, on les ait avec nous. Donc je remercie, vous connaissez tous, vous avez eu le temps de vous voir là, pendant cette demi-heure de flottement, mais je remercie Jacques Bigan, le patron du groupe GERCOP. Je remercie Samuel Ekedi, qui est le directeur général de Vilogie. Je passe ensuite à l'univers des startups avec Guillaume Perraudin de Siemens qui doit être avec nous. Il est présent. Il est là, voilà, c'est ça, il était sous mes yeux tout à l'heure. Je remercie Rémi Lombard, le fondateur associé d'Alacasa. Je remercie également Thierry Roy, le fondateur de Syndicapli. Voilà. Donc, merci à tous les trois. Hein. Vous avez la charge de représenter cette famille des startups de l'immobilier. Pour représenter la profession, alors j'accueille avec beaucoup de plaisir Guy Roche, parce que Guy Roche, figurez-vous qu'aujourd'hui, il étrenne son nouveau mandat d'animateur du lab de l'AFNAIM. C'était avant lui, il y a encore quelques jours, Daniel Bins, que je crois beaucoup d'entre vous connaissent. C'est désormais Guy Roche qui est le patron de cette entité, le lab de l'AFNAIM. Guy, je vous salue avec beaucoup de plaisir. Merci à vous, Henri. Merci. Voilà, et alors deux autres représentants de la profession. Renaud d'Albera, je l'ai appelé président tout à l'heure, oui, parce qu'il préside la commission innovation de l'UNIS. Donc voilà, on a la chance d'avoir les deux grandes familles professionnelles avec nous. Et Stéphane Pujol, qui est un professionnel marseillais. Pourquoi lui? Parce que très, très clairement, c'est un féru de digital, hein, et il n'a pas ménagé ses efforts de longue date pour que son entreprise et sa pratique professionnelle soient des plus numériques. Voilà. Alors, le thème du débat, il est évidemment inspiré par l'actualité. Depuis 2 mois, on ne pouvait imaginer ni les uns ni les autres, l'histoire s'est accélérée. Et elle s'est accélérée comment? Avec la seule modalité que nous ayons pu avoir pour continuer nos activités, parce qu'on a pu les continuer. On sait qu'il y a des secteurs d'activité qui n'ont pas eu la faculté. Mais pour toutes les autres, avec parfois un ralentissement, quelquefois un ralentissement très fort, ce qui a pu se faire, ça a été par le digital. Je vous donne un exemple que je ne vais pas chercher loin. Hein. Comme président de l'IMSI, nous, en 48 heures, on a digitalisé tous nos enseignements. Donc, rien ne s'est interrompu. Grâce à mon équipe, je salue d'avoir réussi tout ça, mais surtout grâce à notre corps professoral. Ce sont partout où l'IMSI est présente, et c'est le cas en l'occurrence civil aujourd'hui, ce sont des professionnels de l'immobilier. Eh bien, ils ont joué le jeu et ils ont assuré leurs enseignements en distanciel, comme on dit, et ça s'est très bien passé. Les contrôles se passeront de la même manière. Et en ce qui nous concerne, nous ne rouvrirons pas d'ailleurs les campus avant l'année universitaire suivante. Voilà. Et au sein des cabinets d'administration de biens, on sait que c'est comme ça aussi que ça a pu continuer. Même chose en transaction. On parle aujourd'hui de copropriété, la semaine prochaine de gestion locative, et on parlera bien sûr aussi de transactions. Alors, finalement, bien sûr, il était intéressant de savoir comment on pourrait, pendant 2 mois, hein, cette affaire aura duré 2 mois, et elle va se poursuivre. On sait depuis tout à l'heure, vous avez dû écouter le Premier ministre et le ministre de la Santé, que le déconfinement va se faire très progressivement et qu'il y a une très puissante incitation à ce que les entreprises continuent à fonctionner avec le télétravail et de façon digitale. C'est très vrai dans les départements rouges, hein, c'est le cas en Île-de-France. Donc, quoi qu'il en soit, cette parenthèse digitale, c'était intéressant de savoir comment elle allait fonctionner, mais je voudrais aussi qu'on se tourne vers l'avenir immédiat, hein, lorsque dans quelques mois, la vie reprendra son cours. Qu'est-ce qui va rester du digital? Et qu'on soit critique, parce que bien sûr, le couteau sous la gorge, il a bien fallu qu'on recourt au digital. Est-ce qu'on était suffisamment prêt? Est-ce qu'on était équipé? Est-ce qu'on était formé? Est-ce que la culture des entreprises avait suffisamment évolué? Est-ce que ça s'est fait très aisément ou dans la douleur? Et est-ce que finalement, on reviendra en arrière sur un certain nombre de choses?
Est-ce que les textes, nos activités sont très réglementées, est-ce que les textes nous permettaient cette digitalisation? On sait qu'il a fallu des adaptations dans l'urgence, on sait que d'autres seront nécessaires, que nous attendions de toute façon. Je vous rappelle que la loi Elan, votée fin 2019, elle comporte le N, qui veut dire numérique, donc il y avait une dimension numérique, mais tous les textes ne sont pas encore disponibles. Voilà, toutes ces questions-là. Et j'ajouterai, puisque j'ai vraiment souhaité que ce moment et le club soient un lieu d'échange entre vous, que la question aussi, je la pose crûment, est-ce que le lien entre les acteurs était suffisamment fort? Est-ce qu'il est suffisamment fort? Est-ce que les SS2I et les startups qui apportent leur valeur se parlent suffisamment? Est-ce que les professionnels eux-mêmes ont un lien suffisamment fort avec les deux apporteurs de solutions? Voilà, je mets tout ça dans la marmite et à vous maintenant de débattre. Je serai modérateur avec le concours de Christophe aussi. Et on reçoit des questions. Alors, de la part du public, on n'en recevra pas. Pour les autres réunions, nous en aurons. Ça enrichira encore. Voilà. Henri, si je peux me permettre, certaines personnes ont renvoyé des mails ou sur WhatsApp aussi, j'avais envoyé des messages. Donc, si j'ai des questions qui arrivent, je les poserai au travers du chat. Très bien. Très bien. Alors, je vais faire s'exprimer peut-être d'abord les professionnels, parce que c'est d'eux qu'on va parler, et les autres grandes familles sont au service de la modernisation, de l'adaptation des administrateurs de biens. Donc, allez, on va dire, on va faire commencer Renaud d'Albera. On va laisser souffler un peu Guy parce qu'il prenne son mandat progressivement. On va lui laisser quelques minutes encore. Renaud, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que après ces 2 mois, on ne va pas faire de retour en arrière, est-ce qu'il y a effectivement un progrès acté dans la digitalisation des pratiques? Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui avait du retard? Qu'est-ce qu'il va falloir arranger pour que de manière structurelle, définitive, la gestion de copropriété soit digitalisée? Et dans la question aussi à un professionnel, il y a jusqu'où faut-il la digitaliser? Parce que moi, je souligne quand même qu'il y a 2 mois, il y a des gens qui étaient très défavorables aux assemblées générales virtuelles ou aux conseils syndicaux virtuels. Et puis aujourd'hui, je vois beaucoup de convertis. Alors, est-ce que ce sont des convertis profonds ou des convertis de circonstances? Je ne sais pas. Voilà. Donc, peut-être qu'il faudra aussi s'arrêter dans la digitalisation. Et ça fait partie aussi du débat de ce jour. Alors, je vois 3 points de réponse. Le premier, il est directement lié au contexte actuel. C'est jusqu'ici, il y avait peu de demandes de nos clients et de nos collaborateurs à aller vers cette transformation digitale. Il fallait les pousser, essayer d'aller vers de la formation. Et alors que là, bien entendu, dans ce contexte-là, la première chose que l'on a aujourd'hui, c'est des demandes directement de clients, de collaborateurs à nous dire, voilà, on voudrait s'équiper, on voudrait passer à des outils, on a utilisé des outils durant cette période de confinement. Donc ça, c'est un premier changement, je dirais presque culturel de nos clients et donc il faudra impacter derrière. La deuxième chose, c'est l'aspect réglementaire. C'est vrai qu'on avait eu quelques premiers textes qui nous permettaient de dire on commence à ouvrir la question de la GE en vidéoconférence, on commence à ouvrir d'autres sujets comme le vote par correspondance et le numérique. Là encore, le contexte actuel est un accélérateur puisqu'on a vu beaucoup d'ordonnances qui sont encore d'ailleurs certaines en préparation et vont arriver dans les prochaines semaines pour nous permettre d'utiliser enfin un certain nombre d'outils digitaux que nos clients demandent. Donc ça, j'espère d'ailleurs que la réglementation qui sera applicable dans les prochaines semaines sera quand même pragmatique, puisque c'est souvent une des difficultés à user un certain nombre d'outils, de nouvelles technologies, c'est que des fois, elle est trop stricte. Le troisième point, au-delà de l'aspect réglementaire, et ça a déjà été un peu évoqué dans la présentation, c'est la question que je vais appeler, et je vais lancer le sujet, c'est l'interopérabilité. Ce n'est pas un mot grossier, c'est simplement, même s'il est rejeté par un certain nombre de logiciels métiers que l'on a des difficultés aujourd'hui de faire comprendre tout l'intérêt,
cette interopérabilité, elle permettrait de communiquer enfin entre nos différents systèmes d'information et de retrouver une efficacité par rapport à ces nouvelles technologies dans la gestion de copropriété. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de tâches qui sont sans valeur ajoutée et récurrentes et qui nous permettraient, à mon sens, de remettre l'humain et le conseil au milieu de nos actions et de permettre donc d'utiliser à bon escient ces nouvelles technologies. Merci beaucoup. Stéphane Pujol, qui vient de passer dans mon champ de vision. Stéphane, même question et vous répondez à tout ou partie selon ce que vous croyez le plus important. Pour moi, le souci aujourd'hui que l'on a en copropriété, c'est la tenue des assemblées générales à distance. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Ça va durer peut-être encore des mois ou des années, même si on ne l'espère pas. Avec une problématique que l'on n'a pas dans le monde réel, c'est que quand on tient une assemblée générale, on ne demande jamais les cartes d'identité de la personne qui signe, pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent on la connaît. La deuxième, c'est que, enfin, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, j'ai tenu des milliers d'assemblées générales, je n'ai jamais eu de litige sur ces problèmes d'identification et de personnalité. Voilà. Donc, rajouter avec le numérique, avec la tenue des assemblées générales à distance, cette problématique-là, pour moi, c'est rajouter un problème important, alors qu'on peut apporter une sécurité additionnelle en enregistrant les vidéos, comme vous le faites ce soir, ce qui permet de vérifier, de valider ce qui s'est déroulé dans l'Assemblée générale. Voilà. Donc, le problème, pour moi, il est là. Il est exclusivement là. Ensuite, au niveau des confrères, ça a été un formidable moment pour faire progresser la culture digitale, la maturité des équipes et les process. Parce que dans notre métier, globalement, on a quand même un manque de culture digitale très important. Donc, en fait, les confrères ne se sont pas posé de questions, à mon sens, depuis des années, pour faire évoluer leur manière de faire. Et cette volonté de continuité de service que l'on a été contrainte d'engager, pour certains, ça a été très facile et ça n'a rien changé. Rien. Parce qu'ils avaient anticipé, parce que des entreprises comme la mienne, nous, le télétravail est ancré dans notre culture depuis des années et est contractualisé. Pour d'autres, ils se sont heurtés à plein de petites choses qui grattent, j'appelle ça gratter, c'est des difficultés sur lesquelles vous allez mettre du temps à le solutionner. Voilà. Donc en fait, il faut arriver à linéariser, à fluidifier ces process et ce sont les difficultés auxquelles les confrères se sont heurtés. Voilà. Il est certain qu'une entreprise qui ne numérise pas tous les documents et qui n'en a pas de process qui me permet de maîtriser l'information à tous les stades, a rencontré plus de difficultés. Voilà. Et est-ce que vous trouvez que ceux qui ont dû le faire, alors peut-être maladroitement, dans un état d'impréparation, y ont pris goût? Ceux de vos confrères, voilà, donc je ne parle pas de vous, mais ceux qu'il fallait contaminer, vous pensez qu'ils sont contaminés, alors pour le coup, au bon sens du terme, et digitalisés aujourd'hui, convaincus digital? À fond. Parce qu'ils ont vu le confort, ils ont vu la qualité, ils ont vu la traçabilité que les outils digitaux apportent. Donc, il n'y aura pas de retour en arrière sur ça. Alors voilà, et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que le risque sanitaire, en toute hypothèse, va être long, et que ce qu'on avait cru durer 2 mois, on le voit bien, va durer beaucoup plus. Il y a une incitation puissante à faire durer les pratiques. Mais imaginons que nous soyons, ça arrivera, souhaitons-le, en dehors du risque sanitaire. Est-ce que vous pensez que finalement, les conseils syndicaux à distance, les assemblées générales à distance, je vous rappelle que le législateur, lorsqu'il a voulu cela, c'était pour lutter contre l'absentéisme. Alors, on a beaucoup dit, mais il va obtenir l'inverse. Je ne sais pas. Mais on peut aussi dire tout de même que l'objectif qui était celui des pouvoirs publics n'était pas absurde. Est-ce que, dans certains cas de copropriété, d'investisseurs, je pense à ça notamment, à dominante investisseur, c'est le cas à Paris, dans les grandes villes, il y a 60% de logements locatifs. Est-ce que cette virtualisation des réunions aujourd'hui physiques, c'est quelque chose qui va continuer à être prisé par les syndics et leurs clients? C'est pour moi évident.
Et il y a un point sur lequel que vous avez omis dans votre question, c'est nos équipes. Nos équipes ont pris goût à ce fonctionnement parce que les réunions sont plus efficaces, parce que les personnes sont plus disciplinées. Quand ça marche, il faut ajouter quand ça marche. Quand ça marche, absolument. Et donc, si vous voulez, pour moi, il est évident que demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, enfin, crise sanitaire passée, on gardera une grande partie de ce capital de savoir-faire et que c'est du confort. C'est du confort, il faut parler clairement. Parfait. Guy Roche, ça y est Guy, maintenant il faut prendre le mandat à bras le corps d'animateur du lab FNAIM. Une question aussi sur cette période donc, qui a conduit au tout digital les syndics de copropriété. Est-ce que, et qui avant, ça a été dit par vos prédécesseurs, qui avant n'en avaient pas la demande de la part de la clientèle, non plus la demande exprimée de leurs équipes, c'était plus ténu. Bon, là désormais c'est clair, ils y ont pris goût, on vient d'entendre des choses très, très claires sur le sujet. Est-ce que ça a conduit à densifier le lien avec le client? Je m'explique. Les copropriétaires, finalement, est-ce qu'on leur parle beaucoup? Non, on leur parle, c'est souvent eux qui vous parlent, ils ont un problème, ils vous font un mail, ils vous écrivent, ils viennent vous voir, ils vous téléphonent. Là, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose qu'on a pu vivre même dans nos relations personnelles avec les gens, où on a davantage parlé, davantage rencontré virtuellement des personnes qu'on voyait finalement moins. Voilà. Une espèce de paradoxe, lorsqu'on n'a plus qu'une modalité, on l'exploite à fond. Est-ce qu'il ne s'est pas passé ça? Est-ce que, par exemple, les extranets ont été enrichis avec peut-être plus d'informations? Je ne sais pas, peut-être même des informations, des messages plus affectifs, plus liants. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Voilà, c'est la question que je me pose, et puis vous pouvez revenir sur les autres questions auxquelles vos confrères ont répondu aussi, Guy. Alors, effectivement, on peut le dire et on le voit aux avis clients. Aujourd'hui, vous n'avez que des avis clients positifs. Tout s'est bien passé, bravo. Vous étiez là, bravo. Et ça, nous, administrateurs de biens, bien souvent, on se fait un peu remonter parce que forcément, l'état des lieux, on n'est jamais tout à fait d'accord. Donc, les gens ne sont pas contents. Aujourd'hui, ils nous remercient d'avoir fait l'état des lieux. Ils nous remercient de les avoir dépannés. Donc, oui, je pense vraiment, et on en a la preuve, qu'il y a une liaison qui s'est davantage faite avec ces clients. Et je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à la première question et aux réponses de mes confrères. Je pense qu'il faut remercier aujourd'hui les S2I. Parce que vous vous rendez compte à quel point nous avons fait ça facilement. Vous avez dit tout à l'heure, vous-même, en 2 jours, mes profs, ça marche de manière facile, fluide, alors que Stéphane le disait, bien quelques-uns de nos confrères étaient peut-être en retard ou s'en occupaient pas. Aujourd'hui, ça marche partout. S'il n'y avait pas de loyer encaissé, on l'entendrait à la radio. Donc, les SS2I, franchement, bravo. Aujourd'hui, il y a des outils qui fonctionnent et qui sont simples, parce que s'ils n'étaient pas simples, on a eu un tout petit souci. Mais en fait, en rien de temps, ça a été réglé et on se retrouve tous avec une qualité de son et d'image incroyable. On peut encore passer au maximum. Donc, moi, je pense que je suis scotché par la qualité de nos prestataires et par la qualité de nos équipes qui ont réussi à faire quelque chose. Et le deuxième point, pour revenir à votre question, effectivement, nos clients nous remercient encore tout à l'heure pour une bricole. Donc, oui, c'est vraiment super. Et pour répondre tout à l'heure, insister par rapport à ce que disaient Renaud et Stéphane, vous savez bien que nos clients, ils veulent aller vite aujourd'hui, toujours plus vite. Et pour aller vite et pour gagner de l'argent, parce qu'on est quand même des sociétés, il faut bien gagner de l'argent. Bien sûr. Eh bien, l'industrialisation est obligatoire. Voilà, à mon avis, et sans informatique, on ne peut pas le faire. Cela dit, les administrateurs de biens, avec les outils, ça doit faire des années et des années qu'ils travaillent déjà de manière plus ou moins virtuelle. Il me manque quand même 2 points
c'est qu'on n'a pas l'odorat et le toucher. Et puis moi, je suis pied noir aussi, donc ça me manque un peu. Très bien. Tout à l'heure, Guy, c'est très important parce que vous avez fait une ouverture sur ce thème-là que je tenais à aborder aussi. On le fera dans une deuxième partie. C'est les questions de profitabilité, d'équilibre économique des entreprises. C'est un point très important et notamment on parle de copropriété. On a toujours dit que ça n'était pas la plus importante profitabilité des activités de service. Est-ce que le digital ne va pas apporter enfin une réponse? Alors on peut l'apporter par l'augmentation des prix, on peut l'apporter d'autres manières qui ne sont pas faciles. Là, il y a peut-être une façon mécanique, hein, c'est pas le mot, mais automatique d'améliorer les choses. Très important. Et puis on a des questions. Christophe m'en passe parce qu'il reçoit des messages qu'on se posera tout à l'heure. On nous parle du BIM aussi, hein, de la maquette numérique pour les syndics de copropriété. C'est vrai, on en parle beaucoup pour le neuf et les promoteurs, mais ça vous concerne aussi, on va y revenir tout à l'heure. Le lien a été fait grâce à Guy avec les SS2I. Alors, Jacques, allez, il en faut un premier, ça va être Jacques Guigan. C'est intéressant parce que les SS2I, moi, j'ai plus souvent entendu, j'ai parfois entendu des hommages, mais enfin, des récriminations, il y avait du retard, il y avait une inertie, elle ne faisait jamais assez. Bon, j'ai entendu ça, y compris quand j'étais dans une maison qui avait une SS2I, et les clients de la maison ou les autres n'étaient pas tous les jours heureux. Donc là, on entend que vous avez été très réactif, objectivement, parce que je vous demande l'autocritique aussi, qui fait avancer, comme chef d'entreprise, c'est comme ça que vous faites. Est-ce que vous estimez, là vous avez été mis sous pression, hein, il y a eu un crash test en quelque sorte, que vous étiez prêt, parfaitement prêt? Est-ce que vous êtes aperçu qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas suffisamment bien, vous n'étiez pas préparé assez pour vos clients et vous y avez remédié, ou vous n'avez pas pu y remédier parce que il faut parfois beaucoup de temps. Voilà, l'état des lieux d'un groupe comme GERCOP avec l'ensemble de ses composantes et sur la gestion de copro, puisqu'on atterrit là-dessus aujourd'hui. Eh bien, aux deux questions, est-ce qu'on était prêt, est-ce qu'on a bien fait? Je réponds, ou est-ce qu'on a été pas bien fait? Est-ce que justement on a été en retard sur un certain nombre de sujets? Je pense que c'est oui dans les deux cas. C'est-à-dire que les SS2I qui sont en effet parfois critiquées, et c'est tout à fait normal, sur le fait est-ce qu'elles avancent bien, est-ce qu'elles amènent suffisamment de nouveautés. Cette période Henri, vous avez parlé de la parenthèse. Cette parenthèse, à mon sens, c'est l'an 01 de la relation 100% digitale professionnelle. Ça, j'en suis sûr. Après, comme l'a dit Stéphane Pujol, eh bien, il n'y aura pas de retour. Je pense que hop, la transformation est faite. Et nous, en tant qu'éditeurs, en tout cas, moi, l'expérience que je peux avoir, c'est que parfois, on est à côté des nouveautés qu'on propose. Et parfois, on est trop tôt et parfois, on est trop tard. Je prends par exemple les extranets. GERCOP a créé son premier extranet en 2001 ou 2002. Ça a fait un flop absolu. Mais absolu, il a fallu attendre 5 ans, 6 ans pour que à un moment, ça intéresse quelqu'un, mais c'est normal. Vous parliez, Henri, du BIM. Il y a des années, nous avions lancé la virtualisation, la modélisation de la copropriété en disant c'est formidable parce qu'on va digitaliser la copropriété, les parties communes de la copropriété, ce qui permettra de pouvoir intervenir ou surtout faire un premier diagnostic plus rapide. Un flop absolu. Je vous parle de ça, c'était en 2010 ou 2011, un flop absolu. Et puis, d'un seul coup, il y a le principe de la réalité. Et quand on est obligé de nager, tout le monde apprend à nager très, très vite. Il n'y a pas de savoir si il fait froid, si l'eau est à bonne température. Tout le monde apprend à nager. Et je pense que à la fois les professionnels de l'immobilier, les administrateurs de biens qui font de la copropriété et tous les administrateurs de biens qui font de la gérance également, étaient ou déjà prêts, ou en tout cas, ils ont sauté très, très vite. Et le constat de GERCOP, que je peux vous dire, c'est qu'il y a ceux qui étaient déjà parfaitement organisés sur de la dématérialisation de leurs données, leurs extranets depuis des années, d'outils qui sont nos nouvelles applications X14, Y15 qui sont 100% web, on peut les consulter sur son téléphone portable. Ceux-là étaient déjà prêts, mais ceux qui ne l'étaient pas,
bizarrement, je vous assure qu'il n'aura pas fallu 2 semaines pour s'organiser bien. Et pour finir ce premier commentaire, nous avons, nous, une activité qui est une petite filiale qui fait toute la partie technique, l'infogérance, la messagerie à distance, la sécurité informatique. On a été sollicité pour d'un seul coup tout de suite connecter à distance ceux qui n'étaient pas connectés. Je dis 2 semaines. En 2 semaines, je pense que l'organisation des professionnels de l'immobilier a été faite. Et je ne veux pas être ni flatteur ni complaisant, mais je pense que les professionnels de l'immobilier, il ne faut pas non plus qu'ils s'autocritiquent trop. Je pense qu'ils étaient très majoritairement prêts à cela. Ils avaient besoin, comme nous-mêmes d'ailleurs, avec leurs équipes, de faire passer le truc. Voilà. Et là, la nécessité a fait que tout le monde y est passé et on ne reviendra pas. Alors après, évidemment, il y a des tas de sujets qui étaient à l'étude, qui vont se précipiter dans leur concrétisation. Vous avez parlé de l'AG, de l'Assemblée générale à distance, bien sûr. On s'aperçoit que la réalité va être meilleure que la réglementation. Je ne sais plus, je crois que c'était Renaud d'Albera qui parlait, je peux me tromper, non, c'est Stéphane Pujol qui parlait de l'identification des personnes dans le cadre AG. Oui. En effet, la vidéo est la meilleure façon. Pourquoi on ne demande pas une carte d'identité dans une AG présentielle? Parce que le syndic connaît peut-être tous, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les copropriétaires connaissent tous leurs copropriétaires et donc il y a une sorte d'autocontrôle. À partir du moment où on mettra de la vidéo, à partir du moment où on mettra de la signature électronique, de l'identification de personnes électroniques, à partir du moment où on travaillera avec son mobile pour s'identifier, tout ça va passer assez vite. Et je pense même si, Jacques, je fais une observation. Tout à l'heure, il nous était dit, en effet par Stéphane, qu'il n'avait jamais eu de problème. Mais le digital permet une sécurité à laquelle on n'a pas veillé non plus par le présentiel. Qui sait si dans une assemblée générale, quelqu'un un jour, sans en avoir le pouvoir, n'a pas remplacé quelqu'un? Je veux dire qu'il y a une sécurité digitale, il y a des risques liés au digital, mais il y a une sécurité également. Je vais évoquer autre chose. Est-ce que demander la carte professionnelle, par exemple, on ne demande pas non plus la carte professionnelle du syndic ou de son gestionnaire ou son habilitation, on pourrait imaginer que digitalement, ça se fasse. Donc, la sécurité digitale, je pense que c'est un point important aussi. Oui, la sécurité digitale est importante et de toute façon, je dis, moi je pense qu'on a transformé en 2 mois, on a transformé la relation professionnelle au sens large, d'ailleurs qui n'est pas propre à l'administration de biens, qui est propre à tout le monde. Et en effet, les réunions qui sont faites à distance sont forcément mieux structurées parce qu'on ne se connecte pas pour… non, on est obligé à un moment de prendre la parole, on ne peut pas se couper la parole ou c'est difficile. Donc, ça permet, ça force, ce qui est très bien pour organiser une réunion, à avoir un ordre du jour plus cadré. Les assemblées générales, comme ça, à mon avis, seront bien plus productives. On arrivera à à les estimer en temps bien plus facilement. Donc, je pense que ça a été bien. Ça a été une très bonne façon de précipiter cette évolution technique dans les relations professionnelles. Après, je rejoindrai Guy Roche, bien évidemment. Il nous manquera toujours un moment ou un autre le fait de serrer la main et de se parler de façon plus proche. Mais pour des tas de relations professionnelles et des relations de clients-fournisseurs, de prestataires, etc., on n'a pas besoin. Au contraire, ça nous fait gagner du temps et ça nous fait gagner en fiabilité. Alors, je pense que les éditeurs de logiciels que nous sommes, les start-upers qui nous rejoignent et avec lesquels, je veux dire, nous, intellectuellement, nous n'avons aucun problème, bien au contraire, puisqu'ils sont invités à travailler avec nous, avec notre système de GERCOP le Store. Je pense que les éditeurs et les nouveaux acteurs dans le domaine du digital, globalement, avec leurs qualités et leurs défauts, peuvent assurer un très bon service pour la partie immobilière. Dernière chose pour cette première intervention de votre part, Jacques. Le digital, on lui a fait tous les procès avant de l'utiliser finalement. Là, encore une fois, on l'a tous utilisé. Alors, on peut voir si ce qu'on lui reprochait, les risques dont on le croyait porteur, il les portait vraiment ou pas. Je pense au clivage entre les gros et les petits. On a beaucoup dit le digital, c'est pour les groupes. Bon,
C'est pour les entreprises qui ont des gros moyens. Et puis, les petits moyens cabinets vont souffrir d'une concurrence digitale plus forte. Alors, aujourd'hui, vous avez des clients dans votre portefeuille. Je pourrais poser la même question à Samuel, de toute taille. Enfin, je pense que vous voulez me le confirmer. Est-ce que vous voyez un clivage? Est-ce qu'il y a un coût du digital? On parlera tout à l'heure, encore une fois, de questions économiques aussi, avec nos syndics. Voilà. Est-ce qu'il a… est-ce que le clivage s'est accentué, certains ayant quand même plus de moyens que d'autres, ou est-ce que le digital, quelquefois je me demande si ce n'est pas l'inverse, il est à la portée de toutes les entreprises et il remet un peu sur la ligne de départ du 100 mètres tout le monde aligné? Moi, je pense que c'est la deuxième hypothèse en termes de réponse. C'est-à-dire que si on remonte assez longtemps, le digital, c'était une réelle nouveauté, donc ça nécessitait des investissements qui étaient des investissements lourds parce que le matériel était cher. Maintenant, on n'en est plus là, et je pense qu'au contraire, la solution digitale, elle est à portée de tous, et c'est quelque chose qui fait gagner dans la productivité d'un professionnel. La solution digitale, le logiciel métier 100% digital et toute la chaîne du service digital, il est somme toute beaucoup moins cher aujourd'hui pour un professionnel que si on se reporte à 10 ans et plus encore avant, la somme du matériel, de l'hébergement, du prestataire technique et des mains pour faire fonctionner tout ça. Si on prend un cabinet d'administration de biens aujourd'hui avec ne serait-ce que 4 ou 5 personnes, pas plus, bien équipé, il a une puissance de feu en termes de gestion de l'eau qui est incommensurable par rapport à il y a 10 ans avec 4 ou 5 personnes. Voilà. Bien sûr. Donc, il permet au contraire, il n'y a plus de petits et de gros, il y a à mon sens des agiles et des lents. Donc, il suffit d'être agile, même si on est de petites structures très dynamiques. On peut maintenant très bien traiter, je dirais, un portefeuille de copropriété de bonne taille. On n'est pas obligé d'être structuré comme les grands cabinets ou les grandes régies lyonnaises de l'époque. Merci Jacques. Samuel, alors Samuel, tu fais le même métier, Jacques, voilà, donc éditeur, avec une capacité d'innovation, je crois, qui est reconnue à Philogie. J'ai déjà entendu les plus beaux hommages viennent des concurrents. J'ai déjà entendu Jacques dire du bien de ton groupe et de sa capacité d'innovation. Tout particulièrement d'ailleurs, me semble-t-il, mais je vais te laisser en parler, dans cette innovation de la tenue d'assemblée générale dématérialisée. Ce produit, je me rappelle que tu me l'as présenté il y a quelques mois, il est inscrit dans la loi. Encore une fois, on attend des textes, c'est un fait. Mais est-ce que tu penses en effet que ces réunions virtuelles ont aujourd'hui plus que de l'avenir, qu'elles peuvent modifier la pratique professionnelle? Est-ce qu'il y a des innovations? Est-ce qu'il y a encore des marges d'évolution? Alors, on parlait de la sécurité juridique, ça peut en être une. On parlait de la flexibilité, de la souplesse. Moi, j'ai entendu toutes les objections. J'avais fait des débats au salon de la copropriété. J'ai tout entendu. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a une coupure? Comment va-t-on faire voter valablement une assemblée générale? Et puis, on ne peut pas argumenter comme on le fait physiquement. Qu'est-ce qu'il faut penser aujourd'hui, ces réunions virtuelles, sachant qu'il ne s'est pas fait d'assemblée générale virtuelle, me semble-t-il, dans cette période, puisque vous savez qu'il fallait que les assemblées générales aient décidé de pouvoir se tenir de façon virtuelle. Donc, je crois qu'il n'y en a pas eu. Mais en revanche, il y a eu beaucoup de conseils syndicaux virtuels. Donc, d'une manière plus large, est-ce que cette relation en copropriété virtuelle, elle n'est pas en train de réinventer la relation? Je la poserai aux patrons de start-up aussi, parce que c'est intéressant d'avoir leur point de vue de leur balcon. Mais voilà, est-ce que la relation client en copropriété n'est pas transfigurée par le virtuel? Merci Henri. Alors, je vais essayer d'être bref parce que le sujet est quand même riche et il y a beaucoup d'interrogations. Et vraiment, je suis très content déjà du panel et des échanges parce que rien que pour ça, ça vaut largement un apéro.
Je vais commencer par terminer par la dernière question que tu as posée à Jacques. C'est toujours compliqué de parler après Jacques, hein. Il a 20 ans de métier, il sait tout, il connaît tout. On se connaît bien aussi, donc c'est toujours compliqué de parler derrière lui. La dernière question que tu lui as posée sur le digital par rapport aux gros et grands, je vais vous donner un exemple qui va parler à tout le monde. Tout le monde a sur son téléphone un nombre incalculable d'applications qui sont gratuites. C'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin, il fait une application, il vous donne, c'est gratuit. Il y a quelques années, on payait un SMS. Je vous rappelle, cher d'ailleurs. Qui c'est qui imagine aujourd'hui payer un SMS? D'accord? Vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est pas la technologie, c'est ce qu'on en fait. N'importe quel cabinet, pour démarrer, est capable, plus vite d'ailleurs, et d'être beaucoup plus agile dans l'absorption de la technologie et dans son organisation, plus que n'importe quel grand groupe qui va demander des réunions 1, réunion 2, de validation et de je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez bien que par rapport à ce clivage le digital entre les gros et les petits, moi, je pense que ce sont les petits qui sont plutôt agiles. Je vais donner une anecdote sans parler, sans citer de nom. Un très, très grand groupe, ça fait, je crois, 3 ans qu'on discute une solution qu'ils veulent faire. Ça n'a toujours pas avancé. Entre-temps, on a vendu je ne sais pas combien de versions, mais c'est des amis. Régulièrement, on se réunit, on discute. Et la dernière blague qu'ils m'ont fait, ils m'ont envoyé le cabinet Accenture Digital pour évaluer mon logiciel avec des gens qui ne connaissaient rien au métier, qui ne semblaient pas non plus pointés sur la technologie. C'est pour vous dire que les petits, et je vais vous donner un exemple d'un petit qui est connu presque pas tout le monde, qui s'appelle Homeland, parce qu'ils ont levé des sous. Ils ont démarré avec nous et ils ont même pris de l'avance sur certaines fonctionnalités avant qu'on les fasse. Donc, vous voyez, on vous parlez d'agilité entre les gros et les petits. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Je ne dirais pas, mais je devinais de qui tu parlais, mais je ne le dirai pas. Et, moi, je ne l'ai pas dit, en tout cas. C'est une très puissante institution, en plus, on peut ajouter. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a des moyens illimités. Et c'est intéressant parce que voilà, ça reprend le clivage que faisait Jacques, c'est l'agilité contre la lenteur. On peut être gros et agile, mais c'est plus difficile, c'est vrai. Voilà, mais c'est justifiable. Alors, pour revenir sur ta question sur les innovations, le challenge d'une SS2I, mais également, c'est la même chose pour les startups, on se met un peu plutôt dans les startups en termes de notre capacité de développement, c'est que on parle là des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ne vont pas acheter un produit parce qu'il est beau, ils ne vont pas acheter un produit parce qu'il va acheter un produit parce qu'il en a besoin et que ça rentre dans son business model. Donc, vous faites un super truc bien habillé, ça ne l'intéresse pas. Or, nous, par essence, nous sommes là pour imaginer le futur. Et le futur, lui, s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est combien je rentre, quelle est ma croissance, que font les concurrents. Donc, vous voyez, il y a un certain challenge là-dessus, mais on le fait très bien. On le fait très bien parce qu'à l'époque, quand on a commencé à faire le full web, par exemple, vous me parliez tout à l'heure de coupure d'Internet. Moi, vu que je fais la vente moi-même, un des arguments à mes clients, quand ils me disent « oui, mais s'il n'y a pas Internet », je lui dis il peut aussi ne plus avoir d'électricité. Si vous voulez. La capacité aujourd'hui qui n'est pas Internet, mis à part quelques zones, voilà, c'est comme s'il n'y a pas d'électricité. Je vais dire, s'il n'y a pas d'électricité, le problème est le même. Vous n'allumerez pas la lumière, le projo ne va pas marcher, voilà. Et si votre playbook ne marche pas, le téléphone, il y a la 4G, voilà. Mais au début, quand on a fait ça, nous, on a un module de tenue d'assemblée générale. On avait fait une version téléchargeable pour répondre à ça. Et au fur et à mesure, on ne la maintient plus, on l'a oublié, on a dit que ce n'est pas la peine. Et personne ne nous en tient rigueur. Ce que nous avons fait comme innovation, on l'a sorti l'année dernière, c'est d'ailleurs passé inaperçu, sans doute on n'a pas bien communiqué, c'est simplement parce que, et ça répond à plusieurs interrogations sur les AG, on a fait quelque chose qui nous semble sécurisé. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Nous, on a simplement fait, on s'est dit, on ne va pas recréer Zoom ou Skype, tout ça, ça existe déjà. Donc, il y a un appareil qui va faire la visioconférence. On a simplement fait une application mobile. Pour se connecter à cette application mobile, on est obligé d'utiliser les mêmes identifiants que sur l'extranet. Donc, on est à peu près sûr que c'est la personne, vu qu'on sécurise la première connexion sur l'extranet. Et pendant l'Assemblée générale, chaque question qui est passée au vote, on l'active dans l'application et les gens, ils votent en temps réel. Et dès qu'on démarre l'Assemblée générale, dans l'écran, on voit les gens qui vont voter par le téléphone et les gens qui vont voter en présentiel. Donc, nous, on a proposé ça. La loi, c'est vrai que le test d'application avec l'identification de la carte
la carte d'identité, tout ça, c'est un peu comme la lettre commandée électronique. La difficulté, mais c'est une difficulté commune, hein, communautaire, c'est que les gens qui font les lois, souvent, c'est pas, on va dire, c'est pas les plus créatifs. Donc, on a souvent tendance à essayer de refaire avec la techno ce qu'on faisait avec le papier, au lieu de résoudre le problème différemment. Et comme sans doute, et ça, c'est la faute de nous, les entrepreneurs, comme on ne communique sans doute pas assez pour leur dire, mais attendez, vous êtes en train de vous casser la tête alors qu'il y a des solutions pour faire votre truc en 2 temps 3 mouvements. Vous signez votre contrat à la Massif, vous rentrez un code, on vous envoie un truc par le téléphone, c'est signé. Je ne comprends pas pourquoi il faut scanner une carte, il faut… Voilà. Donc, on en est là. En tout cas, nous, on est très innovants là-dessus, ça marche. Et aujourd'hui, il y a des clients qui viennent nous voir que pour ça. Donc, ça, c'est une des questions. Je crois qu'une des questions que tu me posais, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut encore inventer ou voilà. Oui. Alors, nous, on a plein de chantiers en cours. Il y a plein de choses que nous sommes en train de faire parce que… Alors, tu vas pas le révéler ici. Non, je vais donner des indications. Voilà, tu vas donner quelques indications. Dans un premier temps, ce qu'on essaye de travailler, c'est sur l'outil, l'ergonomie. Après, je ne sais plus qui l'a évoqué, je pense que c'était Renaud, on a parlé de l'interopérabilité. Nous, on a des bibliothèques d'API qui sont déjà ouvertes. D'accord? Mais ce que je disais tout à l'heure, et que tout le monde doit garder en tête, et là je parle à mon ami Guillaume, c'est qu'un entrepreneur, quand moi je me lève le matin, quand je me rends, je pense à Vélogie. Je pense malheureusement pas à Siemens, je peux penser à Guillaume parce que je l'aime bien, mais je pense avant tout à Vélogie. Donc, je ne vais pas connecter Guillaume ou passer du temps à faire des trucs de Guillaume tant qu'un client ne me le demande pas. Maintenant, si un client me dit moi je te veux, mais si tu ne prends pas Guillaume, je le connecte immédiatement. C'est ce que nous avons fait avec CoPro, c'est une application qui permet de digitaliser tout ce qui rentre dans le cabinet et après, il rentre directement dans la compta. Et on fait ça pour tout le monde. Dans les salons, on va voir nos partenaires et je pense que Jacques, avec Jacob, ils sont dans la même démarche. Donc, c'est pas, le problème, c'est que les professionnels, et bon, vous me direz si je me trompe, ils veulent qu'on leur fasse tout et qu'on vienne le voir en disant ça y est, c'est fait. Mais non, un entrepreneur, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que je vends aujourd'hui? Est-ce que ça me rapporte de l'argent? Et demain, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas commencer à connecter tout, perdre de l'énergie, et puis voilà. Après, on peut y aller pas à pas. Voilà, j'ai fait un peu de tout. Hein, je ne sais pas si tu as des questions précises. Je reviendrai vers toi. Ou les autres, mais bon, comme nous sommes nombreux. Tu as répondu avec beaucoup de franchise. Et puis alors, surtout, tu me facilites la tâche parce que le lien est fait avec nos 3 patrons de start-up. C'est vrai que je l'ai dit d'entrée de jeu, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que ce lien entre les SS2I et ces apporteurs de solutions innovantes que sont les startups, est-ce qu'il est suffisamment fort? On entend beaucoup que ça n'est pas suffisamment le cas. Donc, tu as répondu à ta manière de façon extrêmement claire. Jacques l'avait évoqué aussi tout à l'heure en disant moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je me rappelle qu'il l'avait dit dans d'autres événements que j'ai pu organiser par le passé. Alors, Guillaume Pérodin, allez, il en faut un pour commencer. 2 choses, peut-être un petit mot, je demanderai la même chose d'ailleurs à vos 2 camarades. Le métier de votre start-up, qu'est-ce qu'elle fait? Où s'inscrit-elle dans ce que j'appelais la chaîne de valeur professionnelle? En quoi elle vient enrichir le service des syndics pour les copropriétés? Et est-ce que vous jugez en effet que vous-même, vous étiez prêt à une ère digitale, je reprends ce que disait Jacques, hein, voilà, le début d'une période digitale qui va accélérer l'histoire, tout le monde le reconnaît. On ne sait jamais, effectivement. Alors, nous, on s'est lancé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on n'en était pas du tout non plus au même point. Et on a fait aussi des bêtises par rapport à nos lancements sur comment adresser le marché, où se positionner. Et de toute façon, il faut bien comprendre qu'en mode startup, on ne sait jamais exactement si on a fait le bon choix, si on a fait la bonne stratégie. Et on a peut-être encore rechangé notre modèle économique récemment pour s'adapter en tout cas à la demande client. Donc, c'est jamais figé. C'est ce qui fait aussi un peu le charme de tout ça. Donc, non, après, c'est à nous de nous adapter. La période là est hyper propice, hein, je le cache pas.
On vient de déménager le 1er mars et je pense qu'on va devoir quitter nos locaux peut-être dans 2 mois. Donc, non, il y a un rapport là qui disait qu'effectivement… Pas parce que vous ne payez pas le loyer, mais parce que vous êtes non, en croissance, c'est ça? On paye le loyer. Parce que, exactement, on paye notre loyer. Il y a 2 cas de figure aujourd'hui. Non, tout va bien. Bon. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un rapport qui le disait. Alors après, ce n'est pas spécifique au métier de l'immobilier, mais ils disent qu'en 2 mois, on a gagné 2 ans de digitalisation. Ça a mis beaucoup de personnes au pied du mur et se poser des questions. Et je pense qu'on doit faire environ 20 à 25 visios par jour. Alors sur des prospects, sur des clients, et puis beaucoup de stratégies entre guillemets en disant comment on fait. Avant, j'ai fait de la croissance, maintenant je fais de la rentabilité. Comment on peut essayer de travailler autrement? Qu'est-ce que vous faites? Précisez le métier, s'il vous plaît. Ciment, en fait, c'est vraiment, on a vraiment voulu se positionner en mode de plateforme. C'est-à-dire que ce qui fait la joie et la force de ce métier, c'est cette faculté à toucher un peu à tout. Et le problème de toucher à tout, c'est qu'à un moment, si les données, on parlait d'interopérabilité, elles sont pas ouvertes, c'est compliqué d'un syndic de travailler sur l'énergie, de faire son quotidien, son juridique. Et aussi d'informer après les copropriétaires et comment réussir à engager les copropriétaires et comment leur apporter aussi une information qualifiée, des expertises. Et donc, nous, on s'est vraiment mis en mode plateforme. Alors, au début, on avait une plateforme multi-produits. Ensuite, on a scindé à faire une offre à tiroir parce que tout le monde n'a pas le même niveau de digitalisation entre un client qui fait 1000 ou 2000 appartements, il a besoin peut-être de plus d'informations. Donc là, il est en mode plateforme. Pour les plus gros que l'on a actuellement, on a juste un outil, une fonctionnalité pour éviter de les embarquer dans des doublons avec différentes plateformes. Donc, nous, on a proposé une plateforme qui est complètement ouverte et qui permet effectivement d'intégrer des assemblées générales en visio. Et on avait travaillé un peu sur le texte de la loi Elan parce qu'il y a 2 ans, on avait sorti des assemblées générales dématérialisées. Alors, je passerai l'anecdote d'un administrateur d'une fédération qui nous avait dit « Mais monsieur Perrodin, pas avant 15 ans ». Et 6 mois après, la loi passait et 6 mois après, il y avait une pandémie. Mais on y a été un peu à l'envers. On s'est moqué aussi de nos clients qui l'avaient utilisé. Et en ce moment, c'est pas rigolo, mais on l'avait plus ou moins en tout cas anticipé. Donc, ces 2 derniers mois, je poserai la question d'ailleurs tout à l'heure à Jacques aussi ou à Samuel, mais ces 2 derniers mois, Jacques l'a dit en ce qui le concerne, vous avez eu votre carnet de commandes s'est rempli, enfin des clients sont venus vers vous, soit qui étaient des prospects tièdes, soit déjà des clients, mais pour accentuer le recours à vos solutions. Oui, en fait, ça a vraiment… Alors, on avait déjà bien… Encore une fois, je pense qu'on avait clair… On avait mal adressé le marché. Enfin, je le dis sincèrement, pendant 2 ans et demi, on a bien ramé. On avait mal adressé le marché et on a changé beaucoup de choses et qui est mieux en tout cas adapté à l'ensemble de clients. Et on a fait un peu de prospection effectivement essentiellement sur LinkedIn. Et là, ça revient tout seul. En fait, c'est vraiment que la période, elle suscite l'intérêt. Alors, il y en a pas forcément que des clients ou pas forcément que des prospects, juste des interrogations. Et c'est toujours intéressant aussi de partager. Donc, on ne convertit pas tout le monde, évidemment, mais il y a beaucoup de questions qui se posent et cette période est vraiment, vraiment intéressante, en tout cas, pour nous et pour nos clients et nos partenaires. Le lien avec les SS2I, on a eu le point de vue des 2 SS2I, ça semble très, très serein. Et puis, il y a eu une petite plaisanterie, un clin d'œil de la part de Samuel. En clair, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que… je ne parle pas que des 2 qui sont présentes ici, c'est un monde qui n'est pas très nombreux, mais enfin il y en a d'autres. Est-ce qu'elles vous font l'accueil qu'elles doivent vous faire dans l'intérêt du client intermédiaire qui est le syndic et du client final qui est le copropriétaire? Est-ce qu'il a fallu jouer des coudes? Est-ce qu'aujourd'hui ce dialogue est meilleur? Et comme dit Samuel, moi, mon client qui me le demande, je fais le nécessaire et ça ne pose pas de problème. Non, mais alors, ça… Il n'y a aucune hypocrisie dans ce que je veux dire, mais vous avez invité quand même, à mon avis, les deux logiciels les plus ouverts et ceux avec qui on a le plus de partenariats. Donc, voilà, c'est une vérité, c'est une vérité du marché. Il n'y a pas de secret là-dessus. Pour d'autres, c'est beaucoup plus dur. Et maintenant, alors hier, on a fait un petit webinaire sur la digitalisation du métier. Et nous, ce qu'on dit aux clients, c'est maintenant, avant de prendre des décisions, vous devez vous renseigner, de savoir si les données sont accessibles ou pas. Alors, ça marche pour une SS2I, mais ça marche avec tout le monde.
ça marche avec des prestataires de services, ça marche avec, avec différents partenaires. C'est la question qu'on veut se poser si on veut vraiment réussir à cette transition et cette digitalisation des différents métiers. Il faut se poser la question de la donnée parce que l'enjeu, clairement, il est là, on ne va pas se le cacher. La donnée immobilière a une valeur complètement inestimable. C'est ce qui rendra les lettres de noblesse au métier du syndic, ce qui le rendra indispensable plus que les autres métiers de l'immobilier. Et c'est là-dessus, en tout cas, qui est l'enjeu. Donc, c'est pour ça que nous, alors, les SS2I ont bougé, même si pour certains, c'est plus dur, mais ça marche aussi pour le reste. Et c'est le syndic qui va porter en plus tout ça. Donc, la première question qu'on doit se poser quand on veut mettre en place une digitalisation, c'est où sont les données? Est-ce qu'elles sont exploitables? Est-ce qu'elles sont accessibles? Et comme ça, je vais pouvoir effectivement me projeter, en tout cas, et apporter des services. Et l'innovation, là, actuellement, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite, en tout cas. D'accord. Alors, on reviendra sur les données tout à l'heure. Très bien d'avoir ouvert ce tiroir-là parce qu'on va évidemment, avec nos représentants de la profession en particulier, regarder tout ce qu'il peut y avoir de riche dans ces tiroirs de data. Allez, on va demander à un suivant. Au hasard, ça va être Thierry Roy. Au titre de Syndicaply. Un petit mot aussi, Thierry, sur ce qu'est Syndicaply, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et puis ensuite, voilà, même question, le lien, la perméabilité des syndics, est-ce qu'elle s'est, à votre solution, est-ce qu'elle s'est accentuée en 2 mois là? Est-ce que vous avez vu des choses et est-ce que vous trouvez que, allez, on est entré, comme le disait Jacques, dans une ère où un certain nombre de questions sont périmées, ça y est, c'est acquis. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis le président fondateur de Syndicaply, avec mon associé Jacques Maty, qui lui a 20 ans de métier de syndic. Donc, nous, on propose effectivement une solution de communication pour les syndics, mais aussi pour les copropriétaires. Donc, on a un écosystème de communication, aussi bien intra-copropriété que aussi pour l'Assemblée générale. Donc, nous, on propose une assemblée générale évidemment à distance. Donc, pour l'anecdote, on a participé à différents salons en 2019, en novembre, comme le salon Rent, le salon de la CoPro, et on a rencontré beaucoup de syndics qui, à l'époque, nous riaient presque au nez quand on leur présentait notre solution. Et maintenant, on se rend compte que voilà, il y a un avant et il y aura un après Covid, clairement. Donc, la solution de la visioconférence en assemblée générale est certes évidemment très nécessaire actuellement et dans le futur. Donc, et évidemment, l'interfaçage avec les logiciels, comme disait Guillaume, c'est essentiel. C'est essentiel parce que sinon, les clients ne seront pas contents. Ils ont besoin d'avoir leurs informations, de ne pas avoir différents outils. Il faut qu'on puisse communiquer facilement. Et nous, on a rencontré effectivement, comme Guillaume, des murs qui sont présentés devant nous. Mais là, actuellement, ça commence à s'ouvrir. Donc, alors évidemment, les gens, les syndics, les professionnels nous appellent très volontiers. On n'a même plus besoin d'aller les chercher. Donc bon, c'est malheureux à dire dans cette période-là, mais c'est une réalité. Il y a un vrai besoin de se digitaliser, de faire ces assemblées générales en visioconférence, de pouvoir participer à distance, de pouvoir voter, le tout de façon sécurisée et digitalisée. Voilà. Et les problèmes, tout à l'heure je parlais de clivage, je ne posais pas la question à vous, on a eu des réponses claires selon la taille des cabinets, leur richesse, leur surface financière. On a parlé des collaborateurs, mais alors assez rapidement, parce que moi j'ai eu l'impression que tout le monde avait été embarqué et que les geeks, les autres, les jeunes, les plus âgés, etc., tout ça, finalement, c'était réglé d'office. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, parce qu'on était dans l'urgence, mais aujourd'hui ou disons demain, est-ce qu'on va de nouveau rencontrer ce problème et ce problème culturel, on va dire, avec des résistances, ou est-ce qu'en effet, maintenant, pour votre solution en particulier, des tenues d'assemblée générale virtuelle, eh bien, le gestionnaire de 30 ans d'expérience qui avait ses habitudes, il va savoir faire à l'identique d'un jeune diplômé d'une école estimable immobilière? Très simplement, un gestionnaire, quand il tient son assemblée générale, il a toujours son ordinateur portable et éventuellement son smartphone. Ce sera tout à fait le cas dans le futur. Tout le monde a un smartphone actuellement. Même, voilà, évidemment, si une personne âgée de 80 ans n'a pas de smartphone, il y aura toujours une solution. Le gestionnaire pourra prendre la main, voter pour lui sur son écran. C'est tout à fait envisageable.
Mais maintenant, on est quand même en 2020. Tout le monde a un smartphone quasiment. Hein. Tout le monde est équipé. On a tous Internet partout, comme disait Samuel. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique technologique. On est au point. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les outils, c'est les logiciels derrière et de pouvoir effectivement faire ça de façon assez facile, quoi. C'est ça l'idée. Et je pense que les gestionnaires sont maintenant, ils sont au fait de tout ça. Ce n'est pas vraiment une problématique. C'est juste un pli à prendre, une habitude de travail, tout simplement. Habitude qu'on a déjà pris puisqu'on communique maintenant en télétravail, on travaille en télétravail. Ce n'est plus vraiment une problématique. Merci beaucoup. Dernier représentant des startups, Rémi Lombard pour Alacasa. Alors, un petit mot sur le métier d'Alacasa, qui est très différent des deux métiers, des deux sociétés qui viennent de s'exprimer. Alors, bon, même chose, Alacasa, je connais bien cette société, voilà, j'estime beaucoup. Elle est en phase de développement, de levée de fonds d'ailleurs, on peut bien le dire, c'est aussi ça, hein, le développement du start-up, et de conquête de crédit, à l'autre sens du terme, hein, auprès d'un public, notamment d'un public de syndics, mais aussi de promoteurs ou de bailleurs. Dans cet univers des syndics de copropriété, quel était l'accueil avant ces 2 mois? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au cours de ces 2 mois? Comment seront les lendemains? Et puis, même chose, le lien aussi alors, avec les autres parties prenantes de l'écosystème, que ce soit les SS2I, que ce soit évidemment les copropriétaires. Rémi. Beaucoup de questions. Déjà, bonjour à tous. Donc, Rémi Lombard, le cofondateur d'Alacasa. Sur une des questions, je dis un grand merci à Jacques et Samuel pour, j'allais dire, la main tendue vers les startups pour l'ouverture. La main, j'allais dire, pragmatique de Samuel sur focaliser la roadmap là où il y a du business. C'est la main ouverte de Jacques avec le store. Donc, il faut aller dans cette direction. Ça me semble indispensable pour faire de l'open innovation. Sur notre métier, Alacasa, nous, on fait un petit peu comme Syndic Appli, mais on est très différents. Notre cœur de métier, nous, on se présente comme une messagerie augmentée pour l'immeuble et le quartier. Il y a vraiment ces 2 dimensions. Et on connecte donc l'ensemble de l'immeuble et on connecte aussi le quartier tout en réintégrant le syndic de copropriété. Pour revenir un petit peu à cette crise, elle a révélé énormément de choses. Je vais, avant d'aller creuser cette question on va dire, de la relation avec les syndics et sa réception, ce qu'on peut dire, c'est que la crise a révélé un énorme besoin de solidarité dans les immeubles. Et en fait, nous, on a une explosion de nos usages. Aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de distanciation, on va dire, sociale. On observe qu'il doit y avoir une distanciation physique, mais une proximité sociale. Et dernièrement, pendant les 2 mois, enfin, nous, ce qui nous a marqué, c'est l'explosion des usages où voilà, tous les gens dans les immeubles se demandent de l'aide. Il y a vraiment un retour un peu de la bienveillance et de la solidarité. Et si on doit la qualifier, ce n'est pas uniquement une solidarité d'intérêt, c'est aussi une solidarité sociale et bienveillante. Et donc, nous, on se présente un peu comme une architecture qui permet de favoriser l'entraide. Ensuite, sur la question de la réception des syndics, on va dire que je trouve la valeur de cette crise, c'est d'abord une valeur de révélation. On le disait, alors là, je reprends les termes de Jacques, hein, mais on va dire, il y a une opposition entre des organisations qui sont agiles et d'autres qui sont plus lentes. Et je pense que pour ceux qui sont plus lents, qui ne s'étaient pas digitalisés, il y a un vrai facteur de révélation. Et si on prend un peu la courbe d'adoption d'une technologie, on parle souvent de crossing the chasm, le livre de Moore, vous connaissez probablement. Et en fait, généralement, on parle d'early adopters et la difficulté, c'est de un peu généraliser une innovation. Et en fait, cette crise va accélérer cette généralisation, mais il y a quand même le temps de l'accélération va d'abord se creuser. Enfin, il y a différentes temporalités. D'abord, il faut prendre conscience de ce qui se passe. Donc, pour les syndics qui doivent gérer plein de choses, aujourd'hui, il va falloir prendre le temps d'innover. Donc, en fait, ça va arriver dans 6 ou 12 mois. Ça ne s'est pas fait dans les 2 mois. Là, ils ont juste pris conscience qu'il fallait agir. Et donc, c'est là, effectivement, ils nous contactent beaucoup plus facilement. Je suis ravi que Thierry et Guillaume reçoivent beaucoup plus de leads et ça me fait plaisir parce que c'est tout l'écosystème de start-up qui en profite. Mais du coup, le temps, la conversion va être un peu accéléré, justement, parce qu'il y a cette prise de conscience. Et pour revenir un petit peu à
la thématique, c'est l'accélération. On peut voir, il y a différentes temporalités. Pour reprendre ce que disait Renaud sur son deuxième point, sur la question de la réforme un peu légale, effectivement, la loi Elan, avec son N de numérique, permettait en fait de faire un vote par visioconférence. Et on voit que le décret du 27 juin, finalement, précisait qu'il fallait avoir voté en amont. Donc, en fait, le légal a toujours un temps de retard. Et ce qu'on observe, si on regarde un peu le marché, les consommateurs, il y a une généralisation beaucoup plus forte du digital. On regarde pour des personnes âgées qui utilisent Zoom de manière beaucoup plus efficace. Moi, j'ai des tantes qui m'appellent pour entre conseils syndicaux pour utiliser Zoom. Je pensais que jamais elle aurait franchi le pas. Et donc là, il y a un peu un déclic pour beaucoup de parties de la population. Et donc, le troisième élément qui est plutôt sur la partie des professionnels, moi, j'appelle ça plutôt la prise de conscience. Et donc là, il y a une accélération qui va avoir lieu plus généralisée. Oui, et alors aussi, parce que la demande, les copropriétaires en l'occurrence, va tirer, c'est-à-dire qu'on peut pousser, on peut tirer une innovation, la demande va s'exprimer. Les syndics, j'ai beaucoup entendu les syndics, et encore tout à l'heure d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est Stéphane qui le disait, ou Renaud, peu importe, dire « ah mais on n'avait pas de demande ». Bon. Moi, j'ai toujours été un peu dubitatif parce que dans l'industrie, j'ai souvent dit, si on avait attendu la demande, on n'aurait pas d'airbag dans les voitures, on n'aurait pas peut-être même de direction assistée ou de vitres électriques. Il y a aussi un devoir d'anticipation. Là, clairement, la demande, elle va s'exprimer aujourd'hui. C'est vrai que le public s'est digitalisé. Là, on parle des syndics aujourd'hui, mais leur clientèle s'est digitalisée. Pour revenir un peu au légal, le 1er juin, la réforme de la copropriété va permettre aux syndics de pouvoir facturer d'autres choses. On parlait de services de conciergerie. Donc là, pour le coup, le légal a un coup d'avance. Elle va permettre l'émergence de produits SaaS comme le nôtre pour pouvoir le commercialiser. Donc là, pour le coup, il y a un coup d'avance. L'airbag peut être installé dans la voiture, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ensuite, effectivement, il y a une prise de conscience de la part des beaucoup de prospects, on discute d'aujourd'hui de la nécessité d'avoir une meilleure relation directe. Tu citais quelque chose d'intéressant, Henri, c'est que 60% des occupants d'immeubles, notamment en Ile-de-France, sont des locataires. Oui. Donc, pour avoir une communication très forte dans les immeubles, en fait, il faut avoir des outils qui interviennent à la fin de la chaîne de valeur. Et c'est pour ça que c'était le point de ta question. Où s'intègre à la CASA et Syndic Appli, je réponds, ou probablement Simon. Moi, je le définis, les trois grands métiers du syndic sont le métier comptable, administratif, juridique et le métier technique. Nous, on est le quatrième métier un peu à la fin, qui est la partie relationnelle. Donc, on va permettre de faciliter le travail de syndics indépendants, si c'est le cas des clients de Samuel et de Jacques, pour avoir une meilleure relation avec leurs clients finaux. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. Je reviens vers Guy et vers le carré des professionnels. Enfin, il y en a que trois. Bon, voilà. Guy, il y a deux, trois sujets là sur lesquels vous et vos confrères, je voudrais vous entendre. Et après, on conclura, même si, allez, on va déborder un petit peu. On avait mangé une demi-heure selon vos obligations. Oui, s'il te plaît, si je peux expliquer comment l'école peut intervenir ou comment nous, on a réfléchi aussi à la chose. Parce que du coup, il y a 3-4 ans maintenant, tu m'as permis d'intervenir et on a pas mal travaillé sur l'environnement et les innovations numériques. Et je crois qu'à ce niveau-là, on est pas mal et on a fait un bon boulot de veille qui continue. Mais on est déjà passé au-delà, j'ai envie de dire, parce que maintenant, on voit bien, et là, l'image, je pense, elle parle d'elle-même, c'est que le RENC ne suffit pas. C'est qu'il faut aller au-delà. Comment on intègre une innovation dans la chaîne de valeur des professionnels. L'innovation n'est pas là pour disrupter le métier d'agent immobilier ou de l'administrateur de biens, elle est bien là pour enrichir son offre de services. Donc, comment fait-on pour que cette innovation elle intervienne? Comment fait-on pour travailler sur toute la conduite du changement? Parce qu'un certain nombre de professionnels, et tout à l'heure, tu demandais à Thierry comment un gestionnaire qui a 30 ans de métier va intégrer l'AG dématérialisé. Eh bien, oui, comment fait-on pour établir tout d'abord le diagnostic? Comment fait-on pour accompagner le professionnel dans la formation?
Comment fait-on après pour déterminer quels sont les gains de productivité? Parce que si à un moment on parle de gagner un peu d'argent, il faut aussi qu'on puisse mesurer tous ces points-là. Voilà, donc nous à l'école on en est là, c'est-à-dire qu'à la prochaine rentrée, bien sûr il y a le travail sur les innovations et on surveille l'intelligence artificielle, on surveille la blockchain, qu'est-ce que ça va donner, où va-t-on? Mais j'ai envie de dire maintenant comment fait-on pour passer le pas et faire en sorte que les innovations elles rentrent dans les agences ou dans les régies ou dans les cabinets d'administrateurs de biens. Et comment fait-on pour que les professionnels s'en saisissent? Ok, le télétravail, tout le monde a vu que ça fonctionnait et qu'on pouvait faire confiance aux collaborateurs pour qu'il ne soit pas en train de promener son chien, mais bien en train de faire son boulot quand il est à la maison. Mais en tout cas, comment fait-on pour qu'effectivement on puisse accompagner tous les cabinets dans leur… et comment fait-on aussi pour que les étudiants d'aujourd'hui fassent que demain, pour eux, ce ne soit plus un problème d'utiliser toutes ces innovations et qu'au contraire, ils puissent arriver sur le marché du travail en disant nous, on sait faire parce qu'on l'a vu. Donc, nous, on est prêt à travailler avec les entreprises, avec les professionnels de l'immobilier sur la modification des postes, sur les nouvelles fiches de poste, sur que va devenir le travail des collaborateurs. Est-ce qu'on lui rajoute des lots si on lui enlève des tâches un peu pénibles ou est-ce qu'on lui permet de faire un peu de commerce ou d'aborder son travail différemment? Et bon, voilà, tout ça. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour, à la rentrée, permettre aux étudiants de réfléchir à tout ça et que pour eux, ils aient une visibilité, une vision du métier de demain. Voilà. Merci Christophe, c'était très important de le rappeler. Alors, c'est l'apport qu'on peut faire à ces deux grands univers, que ce soit les startups ou les SS2I. Et c'est pour ça ce club qu'on a souhaité a naturellement des partenaires. L'apport que nous, on peut faire, en effet, c'est un apport en talent et en présence à l'esprit, finalement, en acculturation des futurs collaborateurs ou des autres, puisqu'on fait aussi de la formation continue, je le dis volontiers. Guy, deux, trois choses. Le lab FNAIM, alors, vous venez d'en prendre les rênes. Aujourd'hui, ce sont combien de startups? J'avais en tête 8, mais je suis peut-être périmé. Comment les sélectionnez-vous? Je ne sais pas d'ailleurs si les 3 qui sont là sont membres du lab. Cette valeur ajoutée que vous recherchez forcément pour vos métiers, comment vous l'identifiez? Le fonctionnement du lab. Guy Roche. Là, voilà, je suis là. Ça y est, il est là, c'est bon. Le lab a été mis en place par Jean-Marc Rollion quand il a pris la présidence. Et effectivement, ça nous semblait particulièrement important de faire de la veille justement sur les startups et d'être en alerte pour pouvoir proposer ensuite, grâce à ces visionnaires, proposer à nos adhérents quelque chose de mieux pour leurs clients. Voilà l'origine du FNAIM Lab. Donc aujourd'hui, vous êtes à peine un tout petit peu en retard, mais c'est vrai qu'il y a une quinzaine de startups qui sont labellisées. Et comment elles sont labellisées? En fait, je suis un peu le coordinateur et je travaille après avec les commissions métiers de la FNAIM, donc les principales, transactions, administration de biens, et puis gestion location. Et donc, on veille d'un côté et ensuite, on a des demandes aussi. Et ensuite, on présente au métier et ensuite, on sort, entre guillemets, un produit fini à qui on propose, modestement, bien entendu, mais on propose des échanges, on propose de la visibilité grâce à nos newsletters et nos circuits de communication et de contact de la mise en réseau. Parfait. Une question à Stéphane Pujol, mais ensuite Renaud pourra y répondre aussi. La question des data, alors on l'a évoqué, mais je voudrais qu'on s'y attarde un peu. Ça fait longtemps qu'on dit que l'intérêt de ce métier, c'est peut-être moins sa profitabilité, mais je vais y revenir. Ce sera la deuxième question, mais c'est la richesse d'informations qu'on peut avoir sur un nombre très important de clients, puisque dans un immeuble, on ne touche pas un client. Enfin, derrière un client qui s'appelle la copropriété, il y en a 20, 100 ou
Où en est-on de cette question-là? Est-ce qu'effectivement, il y a un retard colossal? Est-ce qu'on peut dire, allez, caricaturer, que les syndics ne font rien des données qu'ils ont aujourd'hui et qu'on en a sous le pied, et que là encore, cette période de digitalisation, elle aura éveillé à la richesse que vous avez en main, dont vous pouvez faire un usage commercial et puis aussi un usage pour mieux servir aux clients. Voilà, quand on les connaît mieux, on sait aussi qu'on peut leur apporter peut-être de la gestion s'ils sont bailleurs ou je ne sais quel autre apport, la transaction évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire, Stéphane, de cette utilisation ou l'inverse de la richesse que vous avez dans les mains? J'ai combien de temps pour répondre? 1 minute. Parce que, je sais pas, moi. Alors, on n'en fait pas grand-chose. On ne les collecte très mal et on ne sait pas leur donner de sens. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour acheter les datas que nous pourrions fournir. Donc, là aussi, c'est un problème d'apprentissage qui va prendre du temps. Aujourd'hui, ce qui est valorisable au niveau des datas concerne pour moi le secteur de l'assurance. Et donc, ça vaut le coup de collecter les datas, de les transmettre, etc. Pour tout ce qui est énergie, beaucoup moins. Pour tout ce qui est marché, et si vous faites référence au fait que le syndic permet de faire de la gestion et de faire de la transaction, voilà, c'est qu'en fait, il faut arriver à avoir à travers un CRM, à gérer la relation client de A à Z pour avoir une centralisation, alors qu'aujourd'hui, on travaille en silo. Parce que ce qu'il faut bien, à mon avis, mesurer, c'est que les SS2I avec lesquels nous travaillons sont adaptés à des grosses structures comme moi, comme d'autres, mais on n'a pas une relation client unifiée. Et je pense que la prochaine étape aujourd'hui, c'est d'unifier cette relation client pour pouvoir ensuite enrichir les données que l'on aura à la fois sur le client, sur le bien, sur le marché et sur les dépenses liées au logement. Donc, c'est un très beau chantier sur plusieurs années. Mais il est évident qu'aujourd'hui, nous devons les mettre en perspective, les collecter, et les collecter de manière à leur donner du sens et que ce soit utile pour un prestataire qui peut être le monsieur bricolage du coin ou autre. Mais aujourd'hui, si vous voulez, la difficulté va être de structurer ce marché et il n'y a pas pour moi aujourd'hui de marché réellement sur ces données que nous pouvons collecter. C'est-à-dire que moi, typiquement, on collecte de plus en plus de données, on demande les autorisations, etc. Mais aujourd'hui, on n'en fait pas grand-chose. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui véritablement les valoriser. D'accord, c'est clair. Donc, on le fait pour demain. Parfait, c'est clair. Donc, voilà une marge de progression. Renaud d'Albera, et après, je retournerai vers Jacques Bigan quelques minutes, et puis je pense qu'on passera à l'apéritif, mais chacun chez soi. C'est ce que disait Guy, je ne sais plus tout à l'heure. Voilà, on ne pourra pas faire beaucoup mieux ce soir. Une question sur les questions d'organisation de profitabilité, sur les préoccupations d'organisation et de profitabilité. Alors, Christophe Voiré mettait des pieds dans le plat, plus encore que je l'avais fait. Il disait, est-ce que cette digitalisation des process, on ne va pas les décrire ici, on a tous en tête ce qui peut être fait ou mieux fait, c'est la dématérialisation de l'ensemble des documents, on peut tendre vers le zéro papier, on peut fluidifier, éviter les doubles saisies, déplacer la valeur ajoutée des collaborateurs et faire émerger de nouveaux profils, c'est ce que disait Christophe Voiré à juste titre. Est-ce que ça peut conduire aussi à bouleverser l'équilibre économique dans le bon sens? Alors, moi j'entends depuis 30 ans, ça ne me rajeunit pas, que ce métier, il ne gagne pas d'argent, pour ne pas dire l'inverse, que les syndics sont tout le temps menacés à cause de ça, qu'heureusement qu'ils ont des métiers qui sont plus profitables, mais que celui-là a beaucoup de mal à l'être. Est-ce qu'on peut gagner en profitabilité? Est-ce qu'on peut gagner la bataille économique aussi avec le digital et par exemple, effectivement, modifier les ratios avec davantage de lots confiés à un gestionnaire sans pour autant, évidemment, dégrader le service? Oui, tout à fait. Alors, je mettrais même justement, il faut voir profitabilité, mais il faut aussi l'associer à la satisfaction client. Parce que quand on voit les sondages, les statistiques
On voit globalement qu'on a quand même des très bons pourcentages. On a fait une enquête Ipsos au niveau de l'UNIS l'année dernière qui montrait qu'on avait une bonne image de son syndic et pas du syndic en général. Et donc, il y a un travail à faire sur l'expérience client et la satisfaction client. Et justement, cette profitabilité améliorée devrait permettre de l'obtenir. Parce que lorsqu'aujourd'hui, on perd du temps sur des tâches qui n'apportent rien au client finalement et qui donc ne permettent pas non plus pour un cabinet de valoriser ses honoraires, de pouvoir montrer et justifier que ces honoraires apportent donc un véritable service supplémentaire, c'est vrai que ces nouvelles technologies vont nous permettre de retrouver un petit peu d'air, mais cet air, il va falloir aussi l'utiliser pour pouvoir permettre une meilleure satisfaction client et plus de services, aussi plus de conseils sur ces différents sujets. C'est là où d'ailleurs la loi Elan a été intéressante, c'est qu'elle nous ouvre ces possibilités pour aller sur d'autres sujets, puisque justement c'est vrai qu'on a accès à beaucoup d'informations. Comme le disait Stéphane, aujourd'hui, ces informations, on ne sait pas les utiliser. Je dirais qu'on ne les gère même pas, on ne les traite pas suffisamment. Je veux dire, on a des avis de mutation qui nous arrivent avec plein d'informations sur le client qui, si on les analyse, nous permettrait d'avoir peut-être un aspect prédictif sur savoir est-ce qu'il va peut-être vendre dans les années à venir, bien sûr, investir exactement sur le secteur et lui apporter donc une expérience tout à fait différente, ce qui n'était pas du tout la logique d'il y a quelques années. Un mot, vous l'avez évoqué à l'instant, la question du contrat socle et de la possibilité d'inventer des services innovants. C'est apporté par la loi Elan et par l'ordonnance du 30 octobre. C'est Rémi Lombard qui l'évoquait tout à l'heure en disant nous, ça nous sert parce qu'on peut être exactement dans cet espace nouveau qui est en train de s'ouvrir. Alors, est-ce qu'effectivement, on peut dire qu'il va y avoir des services digitaux qui pourraient être demandés par l'Assemblée générale et apportés par le syndic? Oui, bien sûr. Là justement, il y a tout un pan à créer. Pour une fois, la réglementation est presque venue plus rapidement que ce que l'on pouvait nous mettre en place. Oui, c'est ce que disait Rémi. D'ailleurs, le législateur a été en avance sur ce coup-là. Alors, bon, inspiré, je crois qu'on peut le dire, par les organisations professionnelles, en effet, mais pour le coup, il n'y a pas de retard. Tout à fait. Sur le sujet des services, c'est vrai que la première logique, ça va être des choses un peu plus classiques comme du courtage en assurance que l'on peut proposer ou des services après d'un peu de conciergerie comme on a pu voir sur l'aménagement, le déménagement, justement l'arrivée pour les nouveaux contrats à souscrire lorsque l'on arrive dans un nouvel appartement. Après, le champ est ouvert. Donc, c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Jacques Bigan. Jacques, deux, trois questions. Oui. On a parlé des data. Moi, je voudrais qu'on dise un mot sur la RGPD. Parce que tout de même, j'entendais des choses que je trouve enthousiasmantes, de pouvoir valoriser la somme d'informations qu'on peut avoir, la monétiser, mais bon, il y a aussi des limites. Je ne doute pas qu'une société comme la vôtre s'en préoccupe. On peut bien dire, je faisais un débat il y a 2 jours auquel participait le patron de Sergic, voilà un groupe qui a fait l'objet d'une condamnation lourde pour enfreinte au RGPD. Bon, tout ça pour dire que ce n'est peut-être pas si évident. Et donc, est-ce que c'est une limite qui permet quand même d'utiliser avec des précautions à prendre les données et de les valoriser, ou est-ce que c'est très bloquant, est-ce que c'est très corsetant? Alors, sur la notion des données, de la data immobilière en général, c'est un sujet, là encore, sur lequel nous, GERCOP, on a travaillé il y a très, très, très longtemps. Et là, les premiers exemples d'analyse de données des professionnels, d'administrateurs de biens, donc des gestionnaires et des syndics, quand on l'a proposé, c'était comme les premiers extranets, mais alors dans une sorte de désintérêt absolument total. Genre, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va m'apporter?
Sur cette question de données, nous, GERCOP, et moi personnellement, je suis très très clair. D'abord, je pars du principe fondamental qui a été rejoint par le RGPD après, que d'abord, ces données ne sont pas les nôtres. Ces données sont à nos clients. Alors, nous, éditeurs, les données sont à nos clients, administrateurs de biens, professionnels de l'immobilier. Mais si on creuse un peu le sujet, de toute façon, ces données ne sont pas eux non plus, ce sont les données de leurs propres clients. Une fois qu'on a posé ça comme cadre non pas vertueux et uniquement vertueux, mais comme cadre légal et comme cadre éthique, pour moi en tout cas, c'est fondamental. Je pense que la donnée personnelle est à la personne finale, à la personne dont c'est la donnée. Nous, en tant que comment dirais-je, éditeurs, et les professionnels eux-mêmes peuvent travailler très intelligemment et avec beaucoup d'intérêt sur la donnée statistique. Et dès qu'on est sur la donnée statistique, on n'a pas de difficulté sur le RGPD. La question n'est pas de savoir si c'est monsieur Henri Buzicazo qui habite à tel endroit à Paris chic, parce que ça se voit. On voit qu'on est dans un immeuble chic, mouluré, comme il le faut. Je l'ai loué pour les besoins de la Réunion, oui, c'est vrai. Non, mais voilà. c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Non, mais ça on est et on précisera, puisqu'on plaisante de ça, que Jacques Bigan est dans son bureau et qu'il vit dans son bureau depuis 2 mois. Jacques, je ne mens pas. Voilà. Absolument. Non, absolument pas. Non. Mais donc, pour revenir à ça, je veux dire, l'utilisation et là, réellement, les possibilités pour les professionnels sont extrêmement intéressantes. Avant de dire comment on va le valoriser, et puis ça vaut… parce que cette notion de données immobilières, ça rend certaines personnes, ça les rend fous en disant c'est formidable, c'est une mine d'or qu'on a. Alors, si on essaye de dépasser le mythe de la mine d'or et qu'on essaye simplement de s'intéresser, nous, éditeurs, à nos clients et nos clients à leurs propres clients, l'analyse de ces données, c'est de travailler intelligemment, de façon en anticipant, pas en faisant de la prospective à 10 ans, mais du bon service à 3 mois, à 6 mois, à 1 an pour une copropriété. Et ça, on est en train d'y travailler. Je pense que les professionnels qui sont nos clients sont prêts maintenant à s'intéresser au sujet. Et moi, je le vois plus comme un service que nous allons proposer, donc un service d'analyse statistique que nous allons proposer à nos clients pour qu'eux-mêmes améliorent le service apporté à leurs copropriétaires, si on parle de copropriété, à leurs propriétaires, à leurs locataires, bref, aux habitants de l'immobilier en France. Vous avez un avis sur pour en terminer avec ce thème-là, sur l'économie générale du métier de syndic et la possibilité de majorer la profitabilité des activités grâce au digital? Bien sûr, moi j'ai un avis d'abord parce que si le syndic n'était qu'un métier pas rentable depuis toujours, je pense qu'il y aurait de moins en moins de syndics. Or, il y en a toujours. Nous avons toujours aussi, ça c'est du concret, c'est du réel, c'est-à-dire que nous avons toujours des nouveaux clients qui arrivent et qui viennent chez nous pour souscrire un contrat de service pour un logiciel syndic, et parce que ce sont des anciens principaux de copropriété qui à un moment veulent se mettre à leur compte parce qu'ils connaissent le métier et qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir le faire, même si c'est un métier compliqué, même si c'est un métier décrié. Mais je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire que quand on parle des professionnels de l'immobilier en général, c'est comme les garagistes et les banques, de toute façon on en dit du mal, mais quand on commence à se poser la question sur son propre professionnel, administrateur de biens ou syndic, majoritairement, c'est plutôt pas mal comme relation. Et je pense qu'en termes de rentabilité du métier, le digital est vraiment l'outil. Je ne dis pas ça parce qu'on en propose, mais vraiment parce que je le pense. C'est vraiment le système, les outils, les moyens qui vont faire que des syndics indépendants vont pouvoir exercer ce métier avec une rentabilité convenable. Alors bon, ok, c'est peut-être pas des rentabilités des grandes maisons de luxe, mais avec des rentabilités convenables et qui leur permettra surtout, justement, en utilisant mieux la donnée, pas pour la valoriser, pour la vendre à droite ou à gauche, mais eux-mêmes pour développer leur activité, pour pouvoir faire des métiers complémentaires ou des métiers toujours dans le domaine de l'immobilier, mais complémentaires. Et je pense que le métier le syndic de copropriété est un très bon métier pour un jeune professionnel qui n'a pas une fortune personnelle pour acheter des tas de choses, de l'immobilier ou des cabinets de gestion qui sont chers. C'est un très bon moyen, un très bon vecteur pour développer une activité qui lui permettra de développer de la gestion locative, de la transaction, du conseil, du service. Et il peut faire en 10 ans et 20 ans une très, très belle affaire.
Merci beaucoup, Jacques. Allez, c'est Samuel qui va avoir le mot de la fin. Je vais repasser la parole à Christophe, bien sûr. Mais parmi nos invités, Samuel, sur l'intérêt du métier, est-ce qu'on peut dire, comme ça on se rapproche de Christophe et de l'école qui vous réunit aujourd'hui, est-ce que le digital peut ajouter de l'intérêt et réchauffer la relation avec le client? Parce que moi, j'ai beaucoup entendu, j'avoue que ça m'exaspère un peu d'ailleurs, parce que je trouve que ça a servi de bonne conscience. Nous, on n'est pas disruptable dans les métiers de service à l'immobilier parce que c'est des métiers de l'humain, avec un H majuscule, et le digital, ben, c'est tout sauf l'humain. Tout à l'heure, c'est Rémi qui nous expliquait que le digital avait été l'outil de la solidarité depuis 2 mois, et c'est la vérité. Est-ce que justement, ce n'est pas un moyen de réchauffer la relation entre un syndic et ses copropriétés? Typiquement, on reproche beaucoup au syndic de ne pas assez le voir dans la copropriété. Vous savez que dans un contrat, on prévoit 4 ou 5 ou 6 visites par an, mais pas une par jour. Est-ce que finalement, c'est la présence physique du syndic qu'on appelle de nos voeux, ou est-ce que c'est une relation qui pourrait être très digitale et beaucoup plus dense et beaucoup plus fréquente? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de transfigurer le métier et le profil du syndic? Jacques disait très décrié, mais finalement, moi je rappelle 90% du marché hein, dans les mains des syndics, donc c'est que ça ne doit pas aller trop mal. Est-ce qu'on ne peut pas, en plus, rasséréner la relation, la pacifier et la rendre plus empathique avec le digital? Je fais très vite, mais je vais revenir 2 secondes sur les datas, parce qu'on est vraiment au cœur du sujet. Hein. Je sais que le mot de la fin, c'est FAIM, c'est ça? Il y a de ça, il y a de ça. Je pense qu'on aborde souvent le problème des datas avec un œil coupable. C'est un peu comme quelqu'un qui achète une longue vue pour observer des oiseaux, et puis il y a quand même ses voisines qui sont autour, et puis il se dit, elle va penser que je l'ai acheté pour les voisines. Vous voyez? Donc, il y a tout cette approche. Il y a du vécu, il y a du vécu. Un peu, voilà. Bon, moi, je vais vous dire ce qu'on est en train de faire, par exemple, concrètement avec des datas. Comme Jacques a abordé 2 de ces sujets de travaux, je vais vous en donner 2 aussi. Ce qu'on est en train de faire actuellement, concrètement avec les data, c'est de pouvoir dire aux gens qui travaillent avec nos outils, en tout cas dans la partie comptable, à chaque copropriété, voilà le temps que vous avez passé. C'est un de nos clients qui nous avait demandé ça. On est capable de dire, voilà ce que vous passez à copropriété. On est capable de lui dire, regardez, si vous comparez 2 copropriétés, ici, ça vous prend beaucoup plus de temps. Une fois que vous l'avez, vous vous doutez très bien que vous êtes capable de dire, tiens, cette collaborateur, elle met beaucoup plus de temps que l'autre, est-ce qu'il ne faut pas la former, est-ce qu'il ne faut pas l'aider? Ça, c'est les choses qu'on peut faire concrètement dans les datas, sans aller dans le RGP, sans aller fouiller la vie des gens. On est sur de la statistique, hein, c'est ce que disait Jacques, hein, voilà. Sur de l'exploitation statistique. Voilà. Autre chose qu'on va faire, pareil, dans le même Rodido concrètement, alors il y a une start-up qui le fait déjà très bien, je crois que c'est Chouette Copro. Nous, avec nos données, on est capable de dire exactement quel est l'état d'un immeuble en termes de coûts, en termes de tas de choses. Voilà ce qu'on va faire dans un premier temps dans les datas, et ça ne va pas arriver dans 10 ans, on est déjà en train de le faire. Dans 10 ans, et là ça pose 2 problèmes, ou peut-être avant, éthique, c'est on peut être capable de dire, très simplement, en partie d'un certain nombre de données, de dire à quelqu'un, il habite cet immeuble-là, je pense que dans 2-3 ans, voire avant, il va changer. Comment on peut le savoir? Rien qu'en regardant sa consommation d'eau. Si tout d'un coup, il consomme beaucoup d'eau, peut-être qu'il est rentré dans la secte des gens qui prennent beaucoup de douches, ou alors peut-être qu'il est plus tout seul, et s'il est dans un F1, ça va peut-être poser problème. Il y a des petits trucs tout cons qu'on peut faire, tout en étant quand même, en rentrant pas trop dans la vie des gens. Mais ça, c'est dans 10 ans. D'ici là, les choses vont s'adapter. Je reviens maintenant assez rapidement à la question que tu m'as posée. Enfin, moi, je suis toujours gêné dans différents réunions où j'assiste, et j'en ai assisté à pas mal, par rapport au digital, où finalement, beaucoup de gens tentent à opposer le digital et l'humain. Je suis en très bonne compagnie avec vous, mais si j'ai le choix d'être avec vous, d'être avec ma femme ou mes enfants, je n'ose pas vous dire ce que je choisirais. Le digital nous permet de gagner en temps. Donc ce temps-là, on a le choix de l'utiliser pour aller chercher le client. On a par exemple les données, tout ce qu'on a fait avec les extranets. Et j'avais fait une étude dans mon ancienne vie, j'étais consultant. J'avais fait le consulting dans une
grande société également qui fait de la copropriété, 64% du temps des gestionnaires, ils le passaient à chercher les informations pour les clients. Avec le digital, le client a la même information au tenté. Il faudra du temps pour l'accompagner. Il va demander une fois, on va lui dire, vous savez, je vais vous la trouver, mais en regardant ça, vous allez la trouver. Tout le monde gagne à l'autonomie et c'est 64% du temps. On ne va peut-être pas gagner les 64. Si on a un gain, ne serait-ce qu'à 40 ou 30, c'est 30% qui investit dans du business, c'est 30% qui investit dans la qualité client, c'est 30% qui investit, tiens, je fais les visites techniques de l'immeuble que je ne faisais jamais et je profite pour voir comment les gens ils grandissent. Tiens, tu as 3 enfants maintenant, il va à l'école où, il va peut-être avoir besoin d'un appartement. Je fais court, mais pour moi, je ne pose pas le digital et puis le physique. Les gens qui n'ont pas envie de se voir, ils ne vont pas se voir. C'est pas, si vous voulez, c'est pas. Si vous regardez les gens, on cherche à voir les gens qu'on a envie de voir. Si le digital peut permettre de gagner du temps pour choisir qui on a envie de voir, de gagner du temps, de travailler mieux et bien, moi, ce n'est pas une opposition. Voilà, c'est mon approche. Et pour compléter ce que… Ah, pardon. Oui, non. Pour compléter ce que dit Samuel, moi, je pense que ce que je vois, ce que je ressens au niveau de mes clients, c'est une segmentation de notre marché. C'est-à-dire que réellement, aujourd'hui, le client qui travaille dans une grosse boîte ou dans une start-up, il a envie d'avoir un syndic qui fonctionne de la même façon. Il a envie d'avoir des outils qui fonctionnent comme les start-up, Slack, etc. Le client plus traditionnel, il va s'adresser à un cabinet plus traditionnel comme le mien. Et après, il y a tout ce qui est nouveau business model. Donc, en fait, je crois que d'un client unifié qui n'était pas forcément satisfait, on va se retrouver avec des offres et des clients qui vont choisir entre des offres et des business models qui seront différents, qui auront des avantages et des inconvénients pour leur communauté, vous voyez. Et ils vont peut-être passer parfois par des startups qui font le syndic ou qui ne le font pas, ou des logiciels, où ils vont choisir les fonctionnalités qui seront à leurs yeux importantes. Merci Stéphane. Christophe, le mot de la fin. Moi, je voudrais dire, Christophe donnera son avis, que je suis très heureux de ce premier débat. Je le trouve de très grande qualité et nous vous le devons. En plus, bon, on l'a improvisé, vous avez répondu avec beaucoup de gentillesse et de simplicité, ce qui n'est surprenant pour aucun d'entre vous. Mais vraiment, je mesure que ces moments sont précieux et je suis sûr qu'on va en organiser d'autres qui auront le même degré d'intérêt pour la communauté professionnelle. Elle sera au rendez-vous la prochaine fois. Là, ce sera en différé grâce à Christophe. Voilà, moi, je veux vraiment vous remercier tous avec beaucoup de chaleur. Et c'est Christophe qui va prendre congé de nous tous en tant que maître de cérémonie. Bien, merci Henri. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous, on n'a jamais opposé le digital aux professionnels. Au contraire, on a toujours considéré que le digital venait enrichir l'offre des professionnels et que ça ne remplaçait pas le professionnel. Voilà. Alors, et je considère qu'effectivement, le digital va permettre aux professionnels d'enrichir la relation humaine avec ses clients. Donc, à ce titre-là, le digital va permettre d'autres choses, des relations autres, parce que quand 68% du temps, on cherche à renseigner le client ou à chercher des renseignements que l'on va communiquer au client, bon, bah, je pense qu'on peut faire autrement et on peut faire beaucoup mieux. Après, cette crise sanitaire, il faut lui en trouver une. Si elle a une vertu, c'est d'accélérer, je dirais, l'utilisation du digital et de faire en sorte que l'on voit que l'on peut faire un certain nombre de choses avec le digital. Alors, ne serait-ce que cette réunion, c'est assez fabuleux parce que je pense qu'il y a des gens qui sont aux quatre coins de la France et on a pu communiquer, on a pu échanger, alors que autour d'un verre, ça aurait été sympa aussi, mais on n'aurait peut-être pas pu le faire de la même façon. Alors, en tout cas, c'est une richesse que de pouvoir communiquer tout en n'étant pas là physiquement au même endroit. Et puis, si effectivement ce club permet à des gens de pouvoir se rencontrer, à échanger, peut-être envisager des actions communes par la suite, bien, je crois, c'est gagné, quoi. Nous, c'est ce que l'on souhaite. C'est que des gens puissent communiquer, voilà, ils sont d'horizons différents, ils n'ont peut-être pas une vision des choses tout à fait identique, mais
En tout cas, ce type de moment peut permettre de partager, d'échanger et de voir naître, et là ce serait vraiment fabuleux, de futures collaborations. C'est tout ce que l'on souhaite. Ça peut être un club d'affaires, tout à fait. Voilà. Donc, merci à vous tous. On passe à l'apéritif, mais encore une fois, chacun devra se débrouiller chez lui. Mais voilà, en imaginant qu'on est tous ensemble, on le fera physiquement aussi. Vous me connaissez assez pour savoir, comme Guy le disait, que je ne vais pas me contenter d'apéritifs comme ça virtuels. Et on se verra tous ensemble dès qu'on en aura le loisir. Mais d'ici là, et parce qu'il faut qu'on continue à phosphorer, à faire avancer la filière, ces réunions virtuelles sont un bon moyen. Merci encore. Je vous souhaite un bon long week-end du 8 mai. Et on se retrouve donc pour certains d'entre nous. Mercredi 13. Mercredi 13 exactement, à la même heure, 17h30. Et ça marchera. Oui. On va y veiller. Voilà. Oui, tout à fait. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Et beaucoup, merci à Christine aussi tout à l'heure de nous avoir dépanné. Voilà. Bon, oui. Jacques, vous la remercierez. Je le fais. Merci bon apéritif. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Christophe.